C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault hier soir. Il n'exclut pas de vendre certaines participations dans certaines entreprises qu'il n'a d'ailleurs pas nommées hier soir. Voilà, donc on vend le patrimoine des Français. Mais ça a déjà commencé, cher monsieur. Car ça fait des années, y compris sous Nicolas Sarkozy, qu'on vend les hôpitaux, les casernes, les collèges, sans que les Français soient informés. Mais ça ne leur appartient pas, à ces gens-là. C'est le patrimoine de tous les Français. On ne peut pas en disposer sans les prévenir, sans leur demander leur consentement. Non, je pense que les Français sont conscients que les solutions qui ont été menées depuis 40 ans sont mauvaises. Oui ou non? Ils sont tous mécontents. Voilà, tous. Aujourd'hui, le président de la République est à 25% de confiance. 25% de confiance. Bon, il est pourtant au pouvoir. Alors que, objectivement, la démocratie en France ne cesse de reculer. Elle n'avance pas. Bon, j'en suis d'ailleurs peut-être la meilleure preuve, moi et le mouvement que je préside, puisque je vous rappelle que M. Hollande avait promis d'instaurer au moins une dose de proportionnel. On n'a toujours rien vu aux législatives, ce qui fait que le mouvement que je représente, qui a fait 18% à la présidentielle, à 2 députés sur 577. Car le Qatar n'est pas simplement un petit pays qui a envie de faire des investissements en Europe. Non, le Qatar est un pays qui arme, qui aide et qui assiste tous les islamistes radicaux du monde. Voilà, ça n'est pas quand même pas anodin. Dans la politique qui est menée par le Qatar. Alors, ouvrir nos banlieues au Qatar à leurs investissements, ouvrir nos entreprises stratégiques au Qatar. Est-ce que vous ne faites pas un énorme amalgame c'est dramatique. Est-ce que vous ne faites pas un énorme amalgame pour faire peur aux Français? Non, mais je ne fais pas d'amalgame moi-même, je dis la vérité. Les Français sont grands, vous savez, ils sont intelligents, ils voient de leurs yeux, ils entendent avec leurs oreilles, ils sont capables de faire le diagnostic que la classe politique n'est pas capable de faire, parce qu'elle est lâche. Si vous dites le gouvernement économique européen façon François Hollande, ça ne sert à rien, c'est pas ça dont on a besoin, qu'est-ce que vous gardez sur le fonctionnement économique de l'Europe et qu'est-ce que vous améliorez? Eh bien, je garde ce qui existait et ce qui a marché. C'est-à-dire Ariane, c'est-à-dire Airbus, c'est-à-dire en réalité des projets qui sont des projets inter-nations, entre les nations, et qui ne sont pas du tout les enfants de cette Union européenne. Ça a fonctionné. Mais c'est vrai que je veux rendre l'intégralité de sa souveraineté au peuple français. Il n'a pas mérité de se voir retirer son droit de choisir ses lois, ses droits, son fonctionnement. D'abord, on protège l'emploi, monsieur. 500 000 emplois industriels perdus dans les 5 années du mandat de Nicolas Sarkozy. À cause de quoi? Très majoritairement à cause de la concurrence internationale déloyale. Bon, on règle déjà ce problème. On récupère la maîtrise de nos frontières. On récupère la maîtrise de notre monnaie qui n'est pas adaptée à notre économie aujourd'hui. Et on met en place un plan d'aide aux PME, PMI, alors qu'aujourd'hui tout est fait pour aider les multinationales, mais pour ne pas aider les PME, PMI. On met en place un patriotisme économique et à ce moment-là, on laisse aux chefs d'entreprise la liberté de créer l'emploi. On arrête de les assassiner par une hyper-fiscalité qui est la conséquence des erreurs de gestion des incompétents qui nous dirigent. Que des musulmans français peuvent parfaitement se soumettre à l'intégralité des règles et des valeurs de la République française. Encore faut-il que ces règles et ces valeurs soient imposées, soient rappelées en toutes circonstances. Mais il existe sur notre territoire des groupes politico-religieux fondamentalistes qui œuvrent, qui se développent, qui s'enracinent, contre lesquels manifestement rien n'est fait. Et il y a un laxisme inouï. Mais écoutez, monsieur Saïd Arif, monsieur Saïd Arif, terroriste, qui est... terroriste. Accusé de... Il n'est pas terroriste. Bon, alors écoutez, cet homme est algérien. Cet homme est il n'est pas terroriste. Écoutez, cet homme est algérien. Il est passé en procès pour avoir anticipé un attentat en plein cœur de Paris. Tout de même. Tout de même. Bon. Eh bien, il est assigné... Il a été condamné, il est assigné à résidence. Ils sont 11 ou 12 dans ce cas. Aux frais de la princesse d'ailleurs. Car les Français doivent savoir que c'est eux qui payent. Voilà, ce sont les Français qui payent l'assignation à résidence de M. Saïd Arif, n'est-ce pas, son hôtel. Il faut expliquer pourquoi. Je crois même d'ailleurs qu'il a touché, avant de s'enfuir, 5 000 € de Pôle emploi. Bon, alors à un moment donné, est-ce qu'on va arrêter ça, oui ou non? On apprend... Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 11 ou 12 personnes? On les renvoie, voilà, dans leur pays. Mais l'Europe nous l'interdit. Eh bien, c'est contre les règles européennes. Eh bien, nous disons à l'Europe... Parce que dans leur pays, ils sont menacés de mort. Eh bien, je m'en moque. Voilà, c'est clair, je m'en moque. Voilà, ils avaient qu'à y réfléchir avant.
Et par conséquent, on les renvoie dans leur pays. On dit à l'Union européenne, vous êtes bien gentils, occupez-vous de vos affaires. Nous, on s'occupe de la sécurité de notre territoire. Ça, c'est une chose très claire. Et je vous signale qu'on apprend quand même au bénéfice de ce drame qui s'est déroulé à La Défense, que le 7 mai, en Isère, il y a un gendarme qui a été attaqué par un homme au cri de Allah est grand, un homme qui rentrait de la Mecque. Ça fait donc déjà un certain temps que ce genre d'action se multiplie sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'on les cache aux Français? Je vous parle des politiques. Oui. On voit bien que tous ces gens-là ont peur de dire, ont peur de faire, ils ont peur d'être accusés de je ne sais quel racisme, de je ne sais quelle stigmatisation. D'ailleurs, on ne peut plus rien dire en France aujourd'hui sans être accusé de stigmatiser. Bon, eh bien moi, clairement, je stigmatise les fondamentalistes. Je les montre du doigt et je veux qu'on les combatte avec toute la virulence nécessaire pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Ce sont des services publics. Je crois qu'on a oublié ça. Les services publics, pas une entreprise, non mais les services publics sont là justement pour pouvoir permettre de mettre en place des tarifs qui soient les mêmes partout, que vous soyez dans une métropole ou que vous soyez perdu dans la montagne. L'idée de ce progrès-là, c'était que chacun puisse avoir des coûts qui soient justement, égaux. C'est que chaque Français puisse obtenir l'électricité, le gaz, le téléphone. Donc on ne touche pas ces entreprises-là. Par conséquent, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que il ne faut pas obligatoirement les soumettre à la rentabilité. C'est ça que Bruxelles veut nous imposer. Ça, c'est la théorie ultralibérale. Il faut que tout soit de la rentabilité. Non. Une entreprise peut très bien être à l'équilibre sans être obligatoirement absolument rentable et faire des bénéfices incroyables. Le bénéfice qu'apportent ces entreprises de services publics, c'est l'égalité entre les citoyens. Et ça, c'est fondamental. Basez-vous pour dire que ce sont des enfants d'immigrés. Écoutez, madame, excusez-moi, je me base sur les images que j'ai vues. À un moment donné, vous allez arrêter de faire croire aux Français que l'inverse de la réalité. Voilà. La réalité, c'est qu'il s'agit de casseurs. Il s'agit de casseurs de banlieue. Aujourd'hui, tout le monde l'admet. Il faut toujours 3 jours pour que la vérité émerge un tout petit peu dans ce pays. Mais c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir avec les supporters. Ça n'a rien à voir avec les ultras. Ça n'a rien à voir avec le PSG. Et d'ailleurs, ceux qui ont pas une seule personne qui a été arrêtée ne faisait partie de ces fameux ultras sur lesquels évidemment tout le monde est tombé immédiatement. Il s'agit encore une fois d'événements que l'on a pu voir depuis de nombreuses années, qui est la conséquence de l'échec de la politique d'intégration et d'une immigration de masse alliée à un laxisme d'État depuis maintenant 20 ans. Il faut arrêter le laxisme d'État. Voilà. Il faut s'attaquer aux bandes en banlieue. Il faut s'attaquer aux multirécidivistes. Il faut enfin faire une politique de sécurisation de notre pays. C'est clair. Et tant que ça ne sera pas fait, tant que les signaux qui seront donnés sont des signaux de laxisme, comme le fait Madame Taubira, mais comme l'a fait aussi avant elle, l'ensemble des ministres de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, eh bien, des bandes considéreront qu'ils peuvent descendre sur Paris, faire effectuer des razzias, comme dans les temps anciens, sauf qu'on n'a plus de pont-levier à lever maintenant pour les empêcher de venir effectuer ces razzias. Est-ce que ça va s'arrêter, oui ou non? Pas, mais on va le savoir, puisqu'il y a eu 300 arrestations. Oui. J'aurais bien aimé qu'il y en ait, j'aurais bien aimé qu'il y en ait 300 aussi, d'ailleurs, lorsque les bandes venues de banlieue ont saccagé le cœur de Paris lors de la soirée du PSG, mais là, il y en a eu que 30, je sais pas, j'ai moins d'efficacité manifestement. Donc on va le savoir. Ce sont probablement effectivement des extrémistes. Je trouve que le comportement qui consiste à aller agresser les forces de l'ordre est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Les forces de l'ordre sont là pour faire leur travail. Aller leur jeter des projectiles et les agresser n'a aucun sens. Et à mon avis, ces comportements sont durement jugés par ces centaines de milliers de personnes qui étaient présents en famille et qui voulaient que cette manifestation soit pacifique. Alors justement... Non, moi je vois une unicité de ligne et de cohérence politique avec le Parti socialiste. Voilà ce que je vois. Je vois qu'il n'y a aucune différence entre le mandat de Nicolas Sarkozy et le mandat de François Hollande. Qu'ils ont voté ensemble le traité budgétaire européen qui nous impose l'austérité. Qu'ils veulent sauver l'euro à tout prix, y compris au prix des retraites de nos personnes âgées, au prix des allocations familiales des familles françaises. Qu'ils multiplient les taxes et l'un et
et l'autre. Aujourd'hui, c'est 0,3% de taxe pour les retraités, c'est la taxe sur la bière, c'est la TVA qui va être appliquée en janvier prochain. Et tout cela va contribuer à appauvrir notre pays, à affaiblir les Français qui déjà se battent bien souvent, et pour beaucoup d'entre eux, pour tenter de trouver un emploi ou de garder le leur. Sa proposition, c'est donc plus d'Europe. Le gouvernement économique européen. Voilà. Ça veut donc dire que voilà un président de la République qui va à la télévision dire aux Français que son seul rêve, c'est d'être ministre de l'Union européenne. Eh bien, c'est pitoyable, c'est dérisoire, c'est dramatique au regard de notre histoire. Voilà un président de la République qui vient nous expliquer qu'il va être un simple membre d'un gouvernement parce que vous de intégrez cette Union soviétique l'abandon européenne. de souveraineté. Mais enfin, écoutez, dans ce gouvernement économique européen. Enfin, ça me paraît évident, il le dit lui-même. Il dit qu'il va falloir que ce gouvernement européen impose une fiscalité. Ça n'est donc plus les Français qui décideront de la fiscalité à imposer en France. Il dit que c'est ce gouvernement européen qui va imposer les règles sociales. Par le haut, croit-il utile de rappeler, alors que l'on sait pertinemment qu'à chaque fois que l'Union européenne impose des directives et touche au droit social, c'est évidemment pour le détruire. Et c'est évidemment pour faire une convergence par le bas, pour une raison simple d'ailleurs. C'est que l'immense majorité des pays de l'Union européenne ont un droit social bien moins élaboré que le nôtre. Alors il y a une... Dans les faits, les amis de M. Mélenchon gouvernent partout avec le Parti socialiste, dans les communes, dans les conseils régionaux, dans les conseils généraux. Si vraiment ils étaient en opposition avec le Parti socialiste, ils rompraient cette association. Merveilleux, allez, puis donc un impôt pour européen. Investis, pour relancer la croissance. Eh bien, voyons. Donc pour régler le problème totalement de la dette française, le président de la République propose de rajouter une strate d'endettement qui soit au niveau de l'Union européenne. Il y aura donc des impôts, car ça il ne le dit pas parce qu'il est malhonnête. Mais si on emprunte, il faut rembourser. Pour rembourser, il faut donc lever un impôt supplémentaire au niveau européen, supplémentaire aux impôts qui sont déjà réclamés aux Français et qu'ils n'arrivent même plus à payer, tellement ces taxes et ces impôts ont augmenté dans les dernières années. Jeanne d'Arc, célébrée samedi à Rouen, par Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez vu sur Internet beaucoup de critiques. Une musulmane qui célèbre Jeanne d'Arc. Est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. Pas du tout, et je vais vous dire, très honnêtement, je vais peut-être étonner, mais moi je suis heureuse de voir que des ministres réhabilitent Jeanne d'Arc, qui n'était pas seulement une sainte, qui était un chef de guerre, qui a tout de même sauvé la France et permis à la France de rester une nation libre. Moi je trouve que c'est un geste honorable. Et deuxièmement, de créer un fonds de financement des PME qui serait abondé par les entreprises du CAC 40. Ce n'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement. La réalité, c'est que les banques ne jouent pas le jeu et que les politiques ont tellement la main molle qu'ils n'arrivent même pas à forcer les banques, pourtant que l'on vient sauver régulièrement, à prêter à l'économie réelle. Et ça, c'est un véritable scandale. La Banque centrale européenne prête aux banques à 1%. Eh bien, ces banques, plutôt que de prêter à l'économie réelle, et là on voit encore une fois la faiblesse du politique, préfèrent en réalité se recapitaliser parce qu'elles ont tellement joué au casino. Donc il faudrait le faire sous la contrainte. Oui, bien sûr, sous la contrainte. Et s'il faut s'il le faut, il faudra nationaliser les banques, même de manière temporaire. La Grande-Bretagne l'a fait, et elle a bien fait de le faire. Car là, c'est un peu facile quand même. C'est la communautarisation du risque et la privatisation des profits. C'est-à-dire que les banques gagnent de l'argent, c'est pour elles. En revanche, quand elles en perdent, c'est nous qui devons venir au pot. Eh bien, je trouve que c'est profondément injuste et les banquiers ont oublié quel est leur rôle. Leur rôle, ça n'est pas de jouer au casino, ça n'est pas d'essayer de faire des profits délirants dans l'économie virtuelle, ou alors, à leur risque, leur rôle, c'est de financer l'économie réelle.